mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Jean-Henri Séan n'écarte pas la possibilité de remanier son gouvernement si cela peut créer la stabilité politique nécessaire pour faire avancer le pays. Selon lui, aucun sacrifice n'est trop grand pour sauver Haïti. L'opposition politique continue de réclamer le départ prématuré du président élu Jovenel Moïse, mais elle est divisée sur l'alternative à proposer après ce départ. La 12e édition d'Artisanat en Fête aura lieu ce week-end. Plus de 180 exposants seront présents lors de cette manifestation culturelle qui se tiendra au parc historique de la Canne à Sucre. Le Premier ministre, Maître Jean-Henri Séan, a eu le jeudi 8 novembre une séance de travail avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Il a été question notamment de l'avancement du dossier Petro-Caribé, de la distribution de la justice, des conditions de travail du personnel de l'appareil judiciaire. Le Premier ministre en a profité pour annoncer la publication d'un document présentant la liste des contrats conclus dans le cadre du fonds Petro-Caribé, des entreprises contractantes et l'état d'avancement des projets. La réunion avec des membres du CSPJ fait partie d'une série de rencontres initiées par le chef de gouvernement dans le cadre de l'aboutissement d'un ensemble de dossiers d'intérêt national dont certains concernent particulièrement le pouvoir judiciaire. Dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice, côté que nous posons un petit problème. Un peu de monde qui croit que c'est seulement pour Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous n'avons pas qu'à faire en hypocrisie pour nous dire là, pour question Petro-Caribé, va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir, et dans le budget, nous parlons pile de composants de budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale, et nous ne pouvons pas parler de apaisement dans nos pays sans que nous ne parler de la justice. La justice, c'est le premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement, nous poser problème là, et nous garder budget même, côté budget la justice là, pas refléter, ça nous-mêmes nous voulons faire de la justice, pas refléter, ça la justice ça doit y être. Nos pays, nous connaissons qui fragile comme ça, nos pays côté grand pile corruption, grand pile contrebande, donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà lié. Donc nous posons pile problème. Évidemment, nous arrivons à parler de questions Petro-Caribé. Mais ça me plaît tout pour comprendre, c'est que le CSPJ est lui qui doit faire la justice. Donc si il y a des juges qui peuvent gagner pour traiter les questions Petro-Caribé, commissaire gouvernement, c'est normal que questions viennent et nous débattons un peu de questions, sans entrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement imbus que nous ayons, nous toutes, les faiblesses de notre justice, nous toutes connaissons, à tous les niveaux. Et bien nous parlons de lui, mais nous parlons surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice. Et nous dire à tous les niveaux, nous parlons de même le logement, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons mis, avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons ça, cet espace qui impose le respect. Eh bien, nous parlons de pile bagaille. Est-ce que c'est côté le tribunal là, est-ce que c'est là pour le tailler? Est-ce que c'est là pour le loger? Distribution faite de l'IA. Donc nous parlons de pile bagaille et évidemment, nous parlons de Petro-Caribé. Le ministre haïtien de l'économie et des finances, Ronald Décembre, assure qu'aucun plan de hausse des prix de l'essence n'est à l'étude au sein du gouvernement. En fait, le grand argentier de la République a rectifié le tir par rapport à ses remarques en début de semaine. Il reproche aux journalistes d'avoir mésinterprété cette déclaration en faisant état d'une hausse des prix de l'essence. Plusieurs médias ont repris hier les premières déclarations du ministre dans lesquelles il envisage une subvention des tarifs du transport en commun lors d'une éventuelle hausse des prix du carburant.
M. Décembre a regretté le traitement de la conférence de presse par les médias. Si je devais perdre mon portefeuille, ce serait déjà fait, alors que je n'avais pas annoncé une hausse des prix du carburant, a dit le ministre, levant un peu le voile sur l'effet de ces déclarations au sein du gouvernement. Le grand argentier de la République a assuré que les taxes sur le carburant ne sont pas inscrites dans le projet de budget 2018-2019. Il souligne que le trou de 20 milliards de gourdes résultant de la subvention sur les produits pétroliers a été réduit à 15 milliards. Toutes les institutions de l'État supporteront une partie de ce montant, a expliqué le ministre Décembre. La mise au point du ministre des Finances témoigne de la sensibilité de ce dossier. Même si M. Décembre avait indiqué que ce sujet ne devait pas être tabou, il est évident que le gouvernement avance avec une grande prudence sur ce dossier. Quelques heures après la première annonce, des leaders de l'opposition avaient appelé à des manifestations pour empêcher la hausse des prix de l'essence. À moins d'une semaine d'une série de manifestations anti-gouvernementales sur l'ensemble du territoire, les autorités ont désamorcé un nouveau front de la contestation lié au dossier Petro-Caribé. Quelle alternative pour un départ prématuré de Jovenel Moïse? L'opposition affiche sa division. Alors que Famila Valas et consorts se préparent à gagner le Palais national, Petite Dessalines, quant à lui, préconise la mise en place concertée d'un gouvernement avec pour principal objectif de réaliser les États généraux de la nation. Moïse Jean-Charles, qui rencontrait la presse ce jeudi, en a profité pour annoncer un ensemble d'activités du 10 au 21 novembre dans la perspective de presser l'équipe en place à plier bagage. Cette fois-ci, le 19, après nous finissons déchouquer, déboulonner Jovenel Moïse, le 18 en Assoué, le 19, nous prenons chita pour nous planifier comment on a entré dans le palais national, comment on a pris le pouvoir. Il n'est pas question pour nous finir déboulonner Jovenel 18, pour que nous sortir avec col, avec veste, et puis pour nous mettre dans le palais national sans ne pas consulter le peuple là. Faut le peuple là qu'on est. Faut le peuple là choisir les gens qui pourront le représenter. Et bien c'est nous qui pour sous-séquer dans tout. C'est nous qui pour brûler là tout. Palais national, règle de la respecter. On président sorti dans la Cour de cassation. Le ministre a sorti dans mi-temps nous. Les gens qui ont pour la démocratie, les gens qui fait payant fait confiance. Après, nous allons organiser l'État général. L'État général, c'est Ligue pour Petite Dessalines. C'est à travers lui pour nous finir avec l'État bois et l'État pétition, avec sur l'État ça qu'il a, l'État occupation 1915 pour nous avec l'État Dessalines, et puis nous allons monter d'abord Dessalines dans tout le pays. Ça veut dire, pas de question de Jovenel Moïse tomber, et puis pour nous entrer la caille nous. Tout en que volonté peuple haïtien, pas passer cette fois-ci. Dans lever campé moi là, nous pas rentrer la caille nous. Nous comprenons jouet là, et ça fait même nous aller jusqu'au bout, parce que cette fois-ci, il faut qu'on va qui fait dans le pays. L'Université d'État d'Haïti lance ses États généraux. C'est en ce sens que le rectorat de l'UEH annonce la tenue d'ateliers et de débats dans les différentes entités de l'université dans le but d'établir des cahiers de charges. Fonctionnement de l'université, mode de gouvernance, autant de thématiques qui seront au centre des échanges, informe le recteur de l'UEH. Fritz Desormes souligne que les résultats de ces séries de débats seront mis en discussion les 13, 14 et 15 décembre prochains lors des assises des États généraux. La finalité, selon le professeur Desormes, est d'arriver à un consensus plus large sur une vision de l'université. À partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, et pendant les 2 prochaines semaines, les ateliers et les débats dans les facultés. Ça nous lance. Enfin, prochaine étape là, étape de débat de la faculté, est important. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il était important que nous bal la plus large publicité, mais tout parce que nous plus parler de faculté, mais État généraux UH là pas concerné seulement faculté, il pas concerné seulement les recteurs, les doyens, les professeurs, les étudiants, le personnel administratif,
Il concerne les sociétés à tout. Parce que là, on a parlé de l'université d'État, de l'université la plus importante, de l'université la plus grande du pays, qui est financée par le Trésor public. Ça veut dire qu'il est financé par l'argent de la population. Et c'est lui-même qui a un rôle clair, défini par la Constitution, pour le former cadre, pour le former dirigeant, mais pour le permettre au pays à comprendre tête tout, pour le former des intellectuels, pour le former des gens qui réfléchissent sur nous, sur le pays, sur nous tous. Donc, c'est un processus. Ce n'est pas nous seulement qui mettons. Et c'est pour ça, pendant que une faculté a discuté sous l'université, le comité de pilotage là a bien pour le rencontrer, des fois avec le conseil exécutif là tout, a bien pour rencontrer divers secteurs, autres secteurs de la vie nationale, des secteurs du public, des secteurs publics, secteurs par exemple les pouvoirs exécutifs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les pouvoirs territoriaux, les mairies, mais également la société civile, les associations patronales, les associations civiques. Non seulement il y a bien pour rencontrer eux, mais il y a bien représentant tout dans l'assise que nous avons fait en décembre pour que on a dit État généraux joignent une participation la plus large au niveau du pays. Nous avons avec nous ce soir M. William Savary, président fondateur du Haitian Stock Exchange. Nous allons faire un petit tour d'horizon et revenir rapidement sur les élections de mi-mandat aux États-Unis qui ont vu la victoire des démocrates à la Chambre des députés et le renforcement des républicains au Sénat. Nous irons faire un tour aussi du côté des prix de l'essence. C'est une question grave qui touche le monde entier. En France, aujourd'hui, il y a un immense débat sur l'augmentation des prix à la pompe. Et à partir de cette situation, on parlera évidemment de l'incidence de ces augmentations, ou de ces fluctuations plutôt, sur la situation en Haïti et dans le monde. Bonsoir, William Savary. Bonsoir, Serge. Bien, donc voilà, les élections de mi-mandat se sont terminées aux États-Unis, on connaît les résultats. Le Parti républicain a conservé, même augmenté. Même sa présence au Sénat. Sa présence au Sénat de 2 sénateurs. Et par contre, ils ont perdu la Chambre des députés, la Chambre basse, qui maintenant est aux mains des démocrates. Donc, le président Trump se trouve dans ce qu'on appelle en France, finalement, une situation de cohabitation. Et dans de beaux draps. Bon, la plupart des présidents américains ont dû faire face à cette situation et ça ne les a pas empêchés de gouverner le pays, même si ça a un petit peu entravé leurs possibilités. Alors vous, en 2 mots. Pourquoi c'est de beaux draps? Parce qu'il y a plusieurs des décisions que M. Trump avait prises avant les élections seront remises en question. L'une des questions, c'est la soumission de ces déclarations d'impôts. Ah, il a déjà répondu qu'il n'en était pas question. Oui, mais except, c'est la Chambre basse qui a le pouvoir de déterminer les lois des revenus. Et la Chambre basse a le pouvoir de demander au bureau des impôts américains, l'équivalent de notre DGI ou les IRS, de soumettre les taxes citoyennes de M. Trump. Donc là, c'est là la grande différence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bagarre en prévision? Une bagarre en prévision, d'une part. D'autre part, et c'est une bagarre qui peut arriver jusqu'à la Cour suprême. D'où la nécessité récemment du choix de M. Kavanaugh à la Cour suprême et le contrôle de la Cour suprême par le Parti républicain. Donc, c'est une bagarre qui s'annonce. Oui, mais si ça va jusqu'à la Cour suprême, M. Trump est assuré que ça passera comme une lettre à la poste. Bon, on attend. D'accord. On attend. Alors, sinon, quelle autre leçon tirez-vous de ces élections de mi-mandat, ces midterm elections? La première chose, il faut dire que les grands dossiers des élections de midterm, mi-mandat, c'était le dossier de l'immigration, le dossier de l'Iran, le dossier du pétrole
l'accord avec les autres puissances, les blocs commerciaux en matière de rapport commercial entre les États-Unis et les blocs commerciaux. Vous avez eu le NAFTA. Vous avez eu le truc de Trans-Pacific Trade Initiative. Vous avez eu dans le grand dossier, le dossier chaud, c'est l'intervention, oui, l'influence présupposée de la Russie dans les élections de M. Trump. Là, c'est encore ce sont les grands dossiers. Ça, c'est vraiment le serpent de mer qui circule depuis le début, et qui a été d'ailleurs probablement à l'origine de la révocation de M. Sessions et de cet affrontement que tout le monde a vu avec le journaliste de CNN. Mais pourquoi ceci devient important, c'est parce que maintenant, avec la Chambre basse, il aurait perdu sans doute la force nécessaire pour discontinuer les investigations de M. Miller. Donc, il aurait pu y mettre un terme, et là, aujourd'hui, il va être obligé de continuer. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont sur le tapis, qui doivent être négociés, et des solutions doivent être trouvées. Sinon, et aussi, il ne faut pas oublier que la Chambre basse a le pouvoir de faire ce qu'on appelle des impeachments d'un président. Oui. La question est sur le tapis depuis quelques temps déjà, en effet. Et c'est au niveau de la Chambre basse que ça se peut déterminer. Que ça se fait. Très bien. Bon, de toute façon, je pense que le monde entier, et moi avec, est persuadé que M. Trump restera M. Trump et qu'il continuera à diriger avec ses éclats de voix, ses exagérations pour faire marche arrière après. Bon, l'imprévisibilité de M. Trump n'est pas quelque chose qui risque de se terminer demain. Non, absolument pas, parce qu'en fait, sa façon de faire, ce modus operandi, c'est exactement de faire ce qu'il fait. Il vous met jusqu'au bord de la falaise, et puis lorsque vous êtes prêt à tomber, maintenant vous êtes prêt à succomber. Donc c'est alors lui, il revient, il pose les conditions de sa retraite, et souhaitant obtenir ce qu'il voudrait obtenir au préalable. À l'initiation des discussions. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'avec la Chine, avec l'Iran, il y a récemment, à partir de lundi de cette semaine, il y a l'accord nucléaire entre l'Iran et les États-Unis et les autres pays européens que les Américains avaient négocié sur le président Obama. Oui. Okay? Et maintenant, M. Trump a déclaré cet accord nul et non avenu pour plusieurs autres internationaux. Et ceci, non seulement il a annulé l'accord, mais il est en train de mener une campagne pour réduire l'exportation du pétrole de l'Iran à zéro. Et ceci intensifier les sanctions d'un côté, réduire les exportations à zéro et même s'attaquer à la banque. Et appliquer... en fait, les banques sont attaquées parce qu'à travers le système SWIFT qui contrôle les flux monétaires au niveau international, les banques iraniennes n'ont plus accès à ce système. Voilà. Donc ceci n'est pas différent. J'aime dire aux gens, si vous prenez la situation de l'Iran aujourd'hui, on applique la pression politique, on applique la pression commerciale, on applique la pression financière. Mais Haïti a vécu ça après l'indépendance. Oui, finalement, tout compte fait, c'est un peu la même chose. Mais c'est ce qui a été fait. Avec la différence que l'Iran n'est pas Haïti, parce que l'Iran a des facultés de rétorsion. Alors, mais c'est en matière de la réaction. On va passer 2-3 minutes sur cette question, parce que ça a des répercussions sur le monde entier et sur nous en Haïti. Donc, OK. Président Trump a décidé de révoquer l'accord nucléaire avec l'Iran et d'imposer de nouvelles sanctions. Ces sanctions visent en particulier le pétrole, qui est quand même l'atout principal de l'Iran. Sans possibilité de tirer avantage de son pétrole, l'Iran est asphyxié, l'Iran meurt. Mais l'Iran a déjà averti que si les États-Unis essayaient de faire ça, eux, ils allaient bloquer le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire bloquer 30% du trafic de pétrole dans le monde. La position de l'Iran, si je ne peux pas vendre mon pétrole, personne ne le fera. Et autre, et je vous repasse tout de suite la parole,
déjà, on peut considérer que le monde s'est divisé en deux camps, parce qu'il y a d'un côté la Russie, l'Inde, la Chine et la Turquie, qui ont dit qu'ils s'en fichaient des décisions américaines, ils allaient continuer à faire affaire avec l'Iran, et puis vous avez le reste du monde qui... France, Grande-Bretagne, Allemagne, etc., qui sont plutôt prêts à suivre Monsieur Trump. Alors, essayons rapidement, parce que malheureusement le temps nous fait un peu la guerre, essayons rapidement de voir qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le reste du monde et sur nous en Haïti. Bon, premièrement, il faut qu'on se mette d'accord que la décision de M. Trump, pendant toute la période du mois d'octobre, qui s'était annoncé pendant la période du mois d'octobre et bien avant, mais pendant toute la période du mois d'octobre, le prix du pétrole, en anticipation de la rupture de cet accord, le prix du pétrole a beaucoup grimpé. Beaucoup grimpé. Maintenant, ce qui a causé une production, intensifié la production du pétrole parmi les pays producteurs. Et aujourd'hui, nous avons les grands tankers, les super tankers sur la mer, bourrés de pétrole, en anticipation du prix. Donc il y a du stockage. Il y a du stockage qui se fait. Maintenant, ce stockage arrive à un point où ces stockages doivent être livrés. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pétrole, c'est un produit stratégique. Okay? Et le pétrole se négocie également sur les contrats de marché à terme. Exact. Donc on peut avoir un contrat aujourd'hui, mais accepter livraison 2-3 mois plus tard. Donc il y a aussi le hedging qui se fait au niveau de la production et de l'achat du pétrole. Donc maintenant, ceci dit, il faut aussi comprendre que la Russie, la Chine, l'Inde, ils ont déjà, et la Turquie, ils ont déjà mis en place une structure qui permettrait à l'Iran de vendre son pétrole. Bon, et d'être payé. Voilà. Ouais? Donc, et serait payé en monnaie autre que le dollar. Okay? Donc l'intensité qu'aurait causé l'annulation des sanctions n'est plus la même. Okay? En vertu des accords des arrangements qui ont été mis en place pour les autres pays qui ne font pas partie du bloc de sanctions contre l'Iran. Mais William Savary, est-ce que ça veut dire, là, à plus ou moins longue échéance, qu'on risque de se diriger vers une guerre monétaire également? Mais nous sommes dans une guerre monétaire depuis belle lurette. Parce qu'il y a la guerre monétaire, ce qu'on appelle le currency war. Okay? Il y a cette guerre monétaire qui se fait déjà entre les États-Unis et la Chine, parce que il ne faut pas oublier que la Chine, actuellement, les produits, 250 milliards des produits chinois qui sont importés vers les États-Unis sont sujets à des tarifs. Okay? Oui. Mais une des façons que la Chine a pu surmonter ces tarifs, c'est en dévaluant sa monnaie. Donc, les pertes qui auraient pu se faire sur la consommation et l'achat des produits chinois, ces pertes-là ont été absorbées par la Chine pour la dévaluation de la monnaie chinoise. Donc là, c'est une stratégie de guerre monétaire. Il y a également au niveau de l'Iran, les sanctions imposées contre l'Iran ont causé une dévaluation de la monnaie en Iran. Oui, une dévaluation importante. Importante de la monnaie en Iran. 30%, quelque chose comme ça. À peu près, c'est ça. Et donc, vous voyez, lorsque vous avez les situations aussi déstabilisantes, il y a également des gens comme nous autres qui sont dans les finances, qui possèdent des opérations d'arbitrage. Et c'est-à-dire en achetant ce qui a été vendu au préalable, ou en vendant ce qui va subir la pression. Donc, ce sont des opérations d'arbitrage qui se font sur le marché international, particulièrement sur les denrées. Donc, et ça, c'est ce que nous sommes en train de témoigner là maintenant. Alors maintenant, concrètement, faisons un petit saut jusqu'à chez nous, jusqu'à Haïti. La question de l'augmentation ou du maintien du prix à la pompe est quelque chose dont on parle beaucoup. Ça a été à l'origine des émeutes de début juillet. Hier encore, j'entendais le ministre de l'Économie et des Finances assurer qu'il n'avait jamais été question d'augmenter les prix à la pompe. Mais est-ce que finalement, on ne va pas être obligé? Bon. Il y a plusieurs choses à prendre en considération, mais
la chose la plus fondamentale, hein, selon moi, c'est vraiment il faut se rendre compte que le prix du pétrole fluctue en fonction d'une moyenne moving average. Comment on dit ça en français? Une moving average, c'est-à-dire une moyenne une moyenne qui fluctue. Qui fluctue, merci, une moyenne qui fluctue. Et le prix est installé en fonction de cette moyenne qui fluctue. Hein, parce que le prix du pétrole n'est pas un prix absolu. Non, bien sûr. Okay? Donc maintenant, c'est ça. Maintenant, la fluctuation, cette moyenne-là, c'est la moyenne qui détermine le prix du pétrole à travers le monde. Dans notre cas en Haïti, nous n'avons pas de puits de pétrole que je connaisse. Donc nous sommes obligés d'acheter le pétrole là où on devrait l'acheter. Et arrivé en Haïti, il y a des accords qui ont été négociés et Haïti doit respecter les accords et vendre le pétrole selon les conditions pour permettre à ce que Haïti puisse payer le pétrole. C'est ça. Okay? Maintenant, si Haïti n'a pas de puits de pétrole et Haïti doit respecter les accords dans lesquels Haïti s'est engagé, donc quelqu'un doit payer pour le pétrole. Et ce quelqu'un, c'est nous autres, les consommateurs. Évidemment. Donc, lorsque le prix du pétrole augmente, le prix à la pompe, normalement, devrait augmenter. Pourquoi? Parce que c'est pour respecter les accords. Mais aujourd'hui, au moment où nous sommes, le prix du pétrole, pendant l'arrivée de M. Trump, avant l'arrivée de M. Trump, le prix du pétrole a fluctué entre 45 et 50 dollars. La première année de M. Trump, les fluctuations du pétrole ont été entre 50 et 55 dollars. Aujourd'hui, ça fluctue entre 55 et 65 dollars. Mais tout ceci, pour nous donner les fourchettes. Mais tout ceci devrait aussi prémunir les autorités locales de réfléchir à des stratégies de hedging pour protéger la population des fluctuations des prix. Et il y a des techniques financières qui existent qui permettent au pays de le faire. Parce que si les prix ne sont pas absolus et les prix sont relatifs, donc c'est une moyenne moving average. Okay? Donc c'est-à-dire à la pompe, au lieu à chaque fois de déterminer les prix de façon absolue comme on le fait en Haïti, mais on peut également avoir à la pompe des prix qui sont basés sur le moving average. Ouais, oui, donc là, ça devient un petit peu technique. Là. Oui, ça devient technique, mais c'est une façon... Non, mais concrètement, est-ce que oui ou non, il va falloir qu'à un certain moment, dans des délais plus ou moins brefs, que le pays, le soit gouvernement obligé de monter d'augmenter. Maintenant, comment va-t-il le faire? S'ils ne se servent pas du moving average, ils seront obligés. Parce qu'avec le moving average, ce qui se passe, lorsque le pétrole... Parce qu'on achète le pétrole tous les mois. C'est ça. OK? Mais au moment de la consommation, nous savons le prix. Voilà. Tous les mois, on peut réajuster le prix du pétrole à la pompe. Mais si on se sert de la moyenne de moving average, si on se sert. La moyenne fluctuante. La moyenne fluctuante. Donc c'est-à-dire que maintenant, tous les gens seront dans la transparence. Tout le monde peut vérifier quel a été le prix à l'achat et quel sera l'impact du prix sur le marché à la pompe. Et ceci, la moyenne serait installée, serait recalculée chaque mois. Ce qui signifie aussi, William Savary, qu'un mois, il peut y avoir une augmentation et le mois suivant, il peut y avoir une baisse. Chute, absolument. Ah, okay. Et là, on aurait résolu le problème du pétrole dans le pays. Maintenant, ça, c'est une façon de le faire. Il y a aussi d'autres façons de le faire en se servant des techniques de hedging sur le marché international pour se prémunir contre les fluctuations qui seraient défavorables à la consommation locale. Bien. Eh bien, écoutez, William Savary, encore une fois, ça a été un plaisir de vous recevoir à Metro News. On a fait un petit tour rapide des grands problèmes de ce monde. On a survolé les midterm elections. Absolument. Eh bien, à très bientôt. À très bientôt, Serge. De nouvelles analyses. C'est bon. Au revoir, William, oui, et encore merci d'être passé. Voilà. C'était M. William Savary, président fondateur du Haitian Stock Exchange. Tout est fin prêt pour accueillir le public au parc historique de la canne à sucre à Tabar le samedi 10 et le dimanche 11 novembre dans le cadre de la 12e édition d'Artisanat en fête. 187 exposants seront présents lors de cette grande foire artisanale. Tout autant que le plus que nous avons développé le secteur artisanal, que nous avons aidé à joindre des bouchers, que nous avons aidé à améliorer les produits, c'est autant la bonne pour payer et la bonne pour un peu de monde qui vit dans le secteur.
Année ça, nous gagnons une délégation d'une association des propriétaires de boutiques d'artisanat de Saint-Martin, Cap-Vini. Il y a venu visiter foire là pour découvrir les produits et aussi pour y faire un plat. Parce qu'il arrive que dans le Caraïbe, nous sommes le premier pays en ce qui a trait à l'artisanat, tant au niveau de qualité que de créativité. C'est un bon bagage pour que nous permettre aux artisans de vendre produits dans les autres îles, dans les autres îles Caraïbes qui sont chargées à touristes. Donc, la délégation a venu, a pu participer à l'artisanat en fait. Donc, priorité moi-même, c'est faire attirer l'attention au secteur public là, pour que les supportent les artisans dans le domaine de la formation entrepreneuriale. Le travail de formation est important pour une stabilité dans la production, pour répondre à la demande, tant au niveau quantité que qualité. C'est tout ça que nous souhaitons et c'est pour ça que nous faisons appel encore aux institutions concernées pour épauler les artisans pour qu'ils deviennent des entrepreneurs efficaces et compétents. Le secteur artisanal là exporté en Haïti, c'est presque 10 millions de dollars de 2012 à 2016. Sans que on pas compter, ça artisan mettait dans ma lettre, mettait dans sa clé, parti, là, le vendre à l'étranger. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le secteur artisanal là, c'est un secteur qui a créé richesse, c'est un secteur qui a créé travail, et c'est un secteur côté mon artisan depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis l'année a commencé, juste l'année a fini, et souvent depuis des générations. Grand-papa a fait ça, papa a fait ça, il a fait ça aujourd'hui, il a montré petit chose, travail dans le secteur artisanal là, transmettre connaissance. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.